Matteo Donato de Brasilia. Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette troisième édition de notre cycle Migration musicale que j'ai l'honneur d'animer et de conduire avec Julia Donlé. Aujourd'hui, elle joue un rôle un peu particulier parce qu'elle est à la place de la conférencière, elle va animer la séance. Donc, je ne dirai strictement rien de Matthäus, mais je vais dire quelques mots quand même sur Julia Donlé, qui est flûtiste professionnelle, qui a été membre des orchestres les plus prestigieux du Brésil, comme l'orchestre Tom Jobim, qui joue à l'orchestre de l'Université de São Paulo ou à celle de l'État de São Paulo et dans
je ne sais pas combien d'orchestres symphoniques de l'autre côté de l'Atlantique et de ce côté-ci aussi. Elle est diplômée d'État au Conservatoire de musique. Elle a un prix d'excellence dans l'interprétation de la flûte et de virtuose du piccolo. Et dans ses temps libres, elle est sociologue et elle travaille actuellement en une thèse en sociologie justement sur les orchestres symphoniques de Sao Paulo. Elle s'intéresse notamment aux conditions de travail et d'emploi de ces pauvres musiciens. Voilà, bienvenue et merci beaucoup d'être ici à l'IHL et de profiter de ce cycle que nous avons créé il y a un peu de temps. Je profite aussi pour saluer la présence de Omar Espinosa, guitariste, musicien uruguayen avec qui on a ouvert ce cycle il y a déjà 2 ans. Merci Omar d'être ici. Et Jimena Ponce de León, qui était à la place de la conférencière anthropologue et qui a conduit l'année dernière la conférence avec Raúl Barbosa. Merci à tous les deux d'être ici. Voilà, merci pour la musique, merci pour la conférence et à tout à l'heure. Et un petit mot pour expliquer très rapidement ce que c'est que cette idée de faire un concert-conférence dans un espace plutôt académique, scientifique, universitaire. On s'est largement inspiré pour penser ce projet du Programa Ensaio, qui est une émission de la TV Cultura au Brésil. Justement une émission qui met en évidence le parcours des artistes et qui articule justement cette présentation de soi à des moments de musique, des moments de performance musicale, tout ça avec un intervieweur caché. Donc là, c'est pas le cas aujourd'hui puisque je suis sur scène, comme vous voyez bien. Mais en tout cas, l'idée, c'est venu de là, de justement discuter, parfois problématiser les parcours des musiciens et comprendre. Et là où ce projet il est un peu plus spécifique que celui de Ensaio, c'est de réfléchir au contexte migratoire, à ces musiciens latino-américains qui partent et qui arrivent et qu'en arrivant transforment, sont traversés par les expériences, leur vécu ici en France, dans ce territoire qui finalement... on verra bien si se constitue en tant qu'un carrefour artistique, culturel. Et bon, on verra ça dans la discussion avec Mateus, que je ne vous présenterai pas maintenant puisqu'on va en parler pendant un petit moment. Je voulais tout rapidement remercier les personnes qui sont dans les coulisses. Donc merci Denis pour la direction générale qu'on mène ensemble depuis 3 ans maintenant. Merci à Ligia Bolivar qui est là et qui a travaillé, qui a fait cette belle affiche derrière nous. Merci aussi à Stéphanie, Robert qui s'occupe de toute la partie de communication et Laurence Mérignac qui s'est organisée du POC auquel vous êtes tous conviés à la fin évidemment. Et merci à Antoine Arroyo qui est ici dans la régie et qui fera un bel enregistrement qui sera mis en ligne dans notre carnet hypothèse, qui est un carnet scientifique, comme vous le savez, dans lequel on cumule en fait tout ce qui s'est passé depuis ces 3 dernières années, vidéos, archives et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, et puis on va commencer. Et je reprends la parole pour commencer avec... Ça a marché tout du long. Ah, voilà. Pour entrer en matière, en fait, avec un morceau des paroles d'une chanson de Mateus, des paroles d'une chanson qui finalement nous raconte un petit peu qu'est-ce qui était son enfance, qu'est-ce qui a été l'univers musical dans lequel il a baigné dans sa maison. Une culture transmise depuis son jeune âge. Et j'ai voulu mettre en exergue ces 2 extraits de ces chansons, puisqu'on voit bien les images en fait, de Mateus qui est en train de essayer d'atteindre les vinyles de Fundo de Quintal, donc un groupe de samba des années 70
au Brésil, qui est un des plus emblématiques groupes de samba depuis cette époque et encore aujourd'hui. Et puis, il nous parle aussi de Dorival Caymmi, qui est un chanteur de Bahia, compositeur aussi, qui, j'imagine, vous le connaissez tous. Donc voilà, à partir de ces paroles, en fait, je voulais que tu commences, Mathéos, en nous racontant un petit peu comment tu as commencé, quels ont été tes débuts, et que tu nous racontes un petit peu cet espace de la maison dans lequel tu as grandi et baigné dans la musique. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Jules. Juste pour remercier rapidement, je sais que vous avez beaucoup remercié, mais merci pour l'invitation et merci pour ce moment de réfléchir à le plaisir, le privilège que c'est être musicien et être latino-américain dans ce monde. C'est vraiment quelque chose de très différent comme expérience et c'est cool qu'on a la place pour le réfléchir. Bon, pour commencer du début, mes parents sont musiciens. Je viens d'une famille de musiciens depuis mes parents. Mes grands-parents ne sont pas musiciens, mais mes parents sont musiciens. Tous viennent d'une tradition plus classique. Ma mère pianiste, prof du conservatoire de ma ville. Et mon père, il était dans l'orchestre de Brasilia aussi, comme timbaliste. Donc percussionniste. Et bon, c'était une enfance avec beaucoup de musique, soit chez moi, soit à l'église, soit en voyant mon père à l'orchestre, ou accompagnant ma mère dans beaucoup de cours et tout ça. Ma mère m'a fait aussi ma formation musicale depuis le début, à l'école aussi. Elle était prof dans l'école que j'étudiais aussi. Donc ça faisait un peu difficile, mais aussi facile pour avoir ma mère comme ça dans l'école. Mais comme ça, j'ai grandi avec mes frères aussi. On faisait de la musique ensemble chez nous. Moi, j'étais toujours ce que les gens pensaient qu'ils ne seraient pas musiciens. C'est ça, la curiosité du jour. Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'avais pas l'intérêt jusqu'à mes 12 ans, un truc comme ça. Et là, après voir un concert justement de Hamilton de Hollande, moi, je me suis décidé pour faire de la musique, mais pas comme mes parents, pas la musique classique, un autre style. Mais si je comprends bien, en fait, tu as commencé aussi pas par cet instrument dans lequel, que tu es en train de porter aujourd'hui, mais plutôt par la guitare. Et du coup, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur cet instrument avec lequel tu as commencé. Il me semble bien par la musique classique. Oui, en fait, c'était mon expérience classique de ma vie pendant 3 jours. Pendant 3 jours, 3 ans en fait. Mais c'était le cours complet basique de musique pour les jeunes à Brasilia. Et bon, j'avais pas l'intérêt, c'était vraiment le pire élève. J'avais des profs qui étaient des anges dans ma vie pour être patient avec moi, parce que c'était vraiment un truc que ne me plaisait pas de faire de la musique comme ça sans je n'étais pas prêt pour la matière musicale comme ça. Tout simplement faire de la musique pour faire de la musique, c'était pas mon envie de l'époque. Et là, j'ai pu apprendre un peu après, notamment avec le choro, à le côté plus relationnel de la musique, le fait de faire des amis parmi le son, et le fait de transformer de la musique dans des expériences personnelles de vie, et d'échanger avec des artistes et des gens que tu admires, que deviennent tes copains et copines. Et bon, c'est ça qui m'a attiré plus pour la musique, beaucoup plus que la musique pure et simplement.
c'est intéressant cette distinction que tu fais. J'aimerais bien revenir un petit peu sur la question, tu as dit tout à l'heure la question de l'Église. Du coup, tu appartenais à une église, enfin, tu participais et participes intensivement. Et tu m'avais dit à un autre moment que cette musicalisation finalement à l'église a aussi participé à ta façon de faire de la musique, à comprendre comment ça fonctionnait les pratiques collectives, une sorte de socialisation musicale que tu as eue avant même d'arriver au Choro, dont on va parler bientôt. Je voulais savoir un peu comment a été cette expérience. Bon, je suis chrétien, protestant de tradition réformée au Brésil. Au Brésil, on est presbytérien. Et depuis très petit, on était à l'église. Ma mère était pianiste de l'église aussi, donc ma mère elle faisait un peu de tout, à part de conservatoire. Et mon enfance, c'était le matin, j'étais à l'école avec ma mère. Après, on sortait, on allait direct au conservatoire. Et après, le soir, c'était la répète de la chorale. Donc, c'était musique pendant toute la journée. Et à l'église, on apprend beaucoup. On apprend notamment, il y a plein d'artistes qui ont commencé à l'église, des choses comme ça, plus modernes. Et avant, beaucoup plus, avec toute l'histoire de l'église et toute l'histoire de la musique. Par exemple, la musique baroque, qui c'est beaucoup lié à l'église et tout. Et bon, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses intéressantes qui appartiennent à cet univers d'église et en tant que groupe musical pour jouer pour les rencontres de jeunes ou sinon pour jouer dans les cultes ou apprendre à chanter en chorale, que c'est super important. Et après, on arrive quand je suis arrivé au conservatoire, je voyais plein de collègues qui avaient beaucoup de difficultés à chanter en plein de voix comme ça. Et pour moi, c'était tellement commun, ça faisait partie du quotidien de faire de la musique et chanter chez nous. On faisait déjà ça. Donc, c'était vraiment une autre opportunité d'être musicalisé ou de faire la formation musicale à chaque jour, à chaque pas, à chaque dimanche. Et du coup, c'est intéressant ce que tu disais donc, par rapport à cet héritage musical que tu reçois de tes parents, mais qui finalement dévie vers la musique populaire, enfin les musiques populaires aujourd'hui, mais plus particulièrement vers le choro. J'aimerais bien que tu en dises un mot sur ce que c'est que le choro et puis comment est-ce que tu es arrivé là. Bon, le choro, le choro, c'est pour moi, je ne suis pas un musicologue du choro, mais je sais que le choro, c'est une des premières choses culturelles du Brésil, qu'on peut dire que c'est brésilienne, qu'on peut dire que c'est de la musique pure brésilienne en premier, comme ça. C'est le père de la samba, c'est le début de plusieurs styles de musique. Tout a commencé par être labellisé comme choro. Et choro, normalement, c'est un style de musique instrumentale, mais surtout, c'est un style de musique relationnelle, si ce mot existe, je ne sais pas. Et bon, on apprend par de maîtres, de maestros, de choro qui existent dans la ville, et on apprend comme ceux qui ont venu avant eux faisaient, et c'était ça, et ça se maintient par des enregistrements aussi, notamment. Et pour moi, le choro, c'était le moment de découvrir que moi, j'étais fait pour jouer de la musique aussi, comme mes parents, comme mes frères, et parce que je pensais aussi que je n'étais pas construit pour ça, je n'étais pas planifié pour être musicien parce que j'avais aucun intérêt. Et c'est aussi drôle parce que ma mère, elle voulait pas qu'on était musicien ni rien de ça. Elle disait tous les jours que c'était pas pour vivre comme ça parce qu'elle était musicienne, mon père aussi, et la vie était pas facile. C'était ça
la phrase plus entendue de mon enfance, c'était pour ne pas être musicien. Et finalement, tout le monde est musicien aujourd'hui, donc c'était raté, mais pour moi, le plus touchant, le plus émouvant de la musique, c'est de pouvoir partager des moments ensemble. Et le choro, il est parfait pour ça. Il est né dans cet univers. Avant d'avoir musique, on était ensemble. Et c'est ça et la fin de faire de la musique, c'est d'être ensemble. Donc pour moi, c'est ça qui fait que la musique, pas que le choro, mais toutes les manifestations populaires, culturelles de musique, c'est pour ça que ça m'attire, c'est pour ça que ça depuis le début, ça m'a fait rêver à être musicien pour ça, pour connaître d'autres musiciens, pour connaître d'autres chansons, pour connaître du monde après que tu te lèves de la table et que l'ensemble n'arrête pas de jouer, même si tu as arrêté, et tu discutes avec l'un et discutes avec l'autre, et ça va, et la vie est belle. C'est ça. Je vous montre ça va arriver bientôt. Ouais. Je voulais juste commenter du coup cette première photo du coup qu'on le voit en action dans les musiques populaires. Donc ça décrit bien ce que c'est que ce choro, enfin ces moments informels et pourtant plein de règles implicites, mais informels dans le sens où on est dans un bar, dans un cadre. Comment il s'appelait le bar déjà, Brésil? En fait, c'est un centre commercial. Ouais. Qui avait un bar dedans. Il s'appelle Vila Mada. Vila Mada, oui. Et du coup, on voit bien que les musiciens, ils sont vraiment dans cette démarche relationnelle. Déjà, rien que dans la position dans laquelle ils sont dans une roda, une ronde. Ils se regardent, ils sont en permanence en train de communiquer par la musique, mais aussi par leur regard. La forme de la chose porte bien à ça. Et on voit Mathéos dans ses débuts. Du coup, je te demande peut-être de jouer un choro, si tu peux. Ok. Voilà. Je juste vous présente le choro. Je vais jouer un choro que pour moi, c'est un bon résumé de ce que c'est le choro. 1-0 do Pixinguinha, le plus grand.
Du coup, tu décides de te professionnaliser, finalement, à force d'aller dans ces rodas. J'aimerais bien que tu parles un petit peu pourquoi le choix du cavaquinho et du coup, comment est-ce que tu en as progressivement rajouté des cordes. Et puis j'aimerais bien aussi que tu reviennes sur l'idée de protection dont tu parlais la dernière fois. Tu te sentais protégé à la fois par tes parents et aussi par ces personnes qui t'entouraient. Et j'ai beaucoup aimé cette image, donc j'aimerais bien que tu le racontes. Ok. Bon, le cavaquinho, c'était un choix un peu au hasard, parce que j'avais un copain à l'église qui avait un cavaquinho. Et aléatoirement, il l'a amené à l'église un jour. Et on ne joue pas le cavaquinho à l'église. Normalement, au Brésil, c'est un peu interdit. C'est un peu profane. Et bon, il a ramené un jour. Moi, j'ai joué un peu. C'était hyper tendu. Les cordes sont hyper tendues, hyper difficiles. Pour jouer la première fois comme ça, je n'avais pas réussi à jouer, quoi. Mais ça faisait énormément de plaisir à lui de jouer et aux gens d'écouter ce petit instrument-là qui fait un peu la fiesta. Moi, je me suis un peu... c'était le coup de foudre. Et donc, moi, le lendemain, j'ai acheté un ukulélé. Le premier erreur de tout le monde, de trouver que c'est la même chose. Et bon, après, j'ai vendu le ukulélé, j'ai acheté le cavaquinho. Et j'ai commencé. Et d'un coup, ma mère a vu le cavaquinho et elle a dit: ah, ok, maintenant tu as besoin d'aller au club du choro. Club du choro. Et moi, je dis: ah, bon, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le club du choro, je ne sais pas qu'est-ce que c'est choro. Ce n'était pas un mot qui faisait partie de ma vie jusqu'à ces jours-là. Et elle a dit: non, je connais Serginho. C'est... Le monsieur qui a de dos, là, Ouais. qui est un flûtiste. Oui, c'est ça. Et elle connaissait lui, et lui, il est prof là-bas, et je vais discuter avec lui pour voir comment ça se fait pour avoir des cours au Club do Choro de Brasília. Et moi, ok, je suis allé, j'ai appris un choro aléatoire, que je ne sais même pas... C'était un choro c'était un chotish de quelqu'un que je ne sais même pas le nom, mais c'était le premier que j'ai ouvert le bouquin et j'ai appris. Et je suis allé à l'école, j'ai montré. Et le prof a dit: bon, allez, entre dans cette salle, on va voir le premier cours déjà aujourd'hui, ce soir. Les cours, ils étaient à 20h30 au Club de Choro. Et moi, j'arrivais à 18h30 pour jouer avec tous les gens qui passaient jusqu'à l'heure de mon cours. Après, je sortais et on était... Et il avait des concerts hebdomadaires au Club de Choro. Donc, c'était ça, ma routine de chaque... c'était mardi, mercredi et jeudi. 3 jours de la semaine, je passais de 18h à minuit au Club de Choro, en jouant avec tout le monde. Il avait plein de copains qui faisaient la même chose, donc c'était parfait. Mais bon, juste pour raconter, je sors du sujet. Là, dans cette roda-là, il y a plein de gens qui sont super musiciens du Brésil, c'est des gens super respectés par le milieu du choro à un niveau national. C'était de la chance d'avoir cette opportunité d'être avec ces comment je peux dire, ces entidades. Les entités. Oui, c'est professionnel, là, ces entités. C'était vraiment spécial parce que mon père, moi je suis le dernier fils de ma mère et de mon père. Et j'étais toujours le petit, le protégé. Mon père, il me ramenait de voiture à chaque roda que je voulais aller. Et celle-là, par exemple. Et après chaque roda, il me disait: ah, il faut que tu parles avec ton fils. Non, il disait à mon père:
il faut que tu parles avec lui pour acheter un cavaquinho à 5 cordes. Parce que sinon, il va vouloir jouer la mandoline. Et moi j'avais pas envie de jouer la mandoline parce qu'il avait trop de jeunes déjà qui jouaient la mandoline en même temps. Il avait Ian Cury, c'est un autre super musicien qui habite aux États-Unis maintenant. Il avait Thiago Tunes et il avait aussi un autre qui ne joue plus. Mais bon, il avait trop du monde qui faisait de la mandoline à cause d'Hamilton Jolande, un peu, je pense. Et moi, je voulais pas être un autre mandoliniste, je voulais être, je sais pas, juste moi-même. Et finalement, c'était dans cette roda qui ces super musiciens ont encouragé à moi-même et à mon père de développer ça et acheter le cavaquinho à 5 cordes et après acheter le cavaquinho à 6 cordes et après continuer à faire des cours et il faut qu'il fasse des cours avec je sais pas qui, il faut qu'il connaisse cette roda ici et donc c'était le moment d'apprendre avec ceux qui savent ceux qui disent. Donc c'était de la chance et moi j'ai utilisé ça on avait discuté cette semaine, moi et Julie et moi, et j'avais dit que d'un côté j'avais ma famille qui voulait me protéger de plein de choses qui peut se passer dans le milieu de musique populaire au Brésil. Il a plein de choses, plein de dangers même, de choses qui... je sais pas, la vie de musicien est hyper stéréotypée et ma mère avait beaucoup ça dans sa tête, qu'il avait beaucoup de drogue et qu'il avait beaucoup d'alcool et elle était correcte finalement. Et heureusement qu'il a ça aussi. Mais bon, non, je rigole. Mais il avait mon père aussi qui voulait être tout le temps à côté et beaucoup de protection dans ces côtés-là. Mais il avait aussi ces super musiciens qui me protégeaient dans un autre côté, un côté musical, artistique, ne jouer pas n'importe comment, de faire les bons choix, de faire le choix le plus professionnel possible. Aussi de me maintenir loin de ces dangers de la musique et de tout le métier finalement, mais de ces dangers de la vie, d'être un jeune artiste perdu dans une ville comme Brésil et comme ça. Et bon, j'étais bien protégé par les deux côtés. Donc c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je peux penser, je peux avoir un super soin par ma carrière qui est petite, je suis un jeune artiste, je n'ai rien à dire, mais en même temps, je suis content parce que je fais plein de bons choix, parce que j'étais tellement protégé par ces maîtres-là et par ma famille, qui aujourd'hui, je suis fier, je peux dormir tranquille avec mes idées, avec mes choix musicaux et professionnels et tout ça. Chose que je ne vous ai pas dite, Mathéos, il a 26 ans. 25. 25 encore Ne vole pas ma jeunesse. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, un très très jeune musicien. Bon, j'aimerais bien que tu nous joues un autre morceau qui représente un petit peu ces personnes un peu guides dans ta carrière. J'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu cette musique de ce mandoliniste dont il parlait tout à l'heure, qui est Hamilton Jolande, un grand musicien qui se constitue en tant que référence finalement pour tous les plus jeunes qui font du choro, qui font de la musique instrumentale et plein de choses actuellement. Donc si tu peux nous jouer Capricho de Rafael, s'il te plaît. Je vais juste changer le capricho. Je vais jouer un autre. Parce que, désolé, changement de dernière minute. Mais juste pour dire un peu l'importance d'Hamilton dans ma vie, c'était lui un peu la référence de musicien de musique traditionnelle brésilienne que j'avais. Et cette photo-là, c'était dans un concert qu'il a fait, dans un anniversaire de Brésil, en place publique comme ça. Et mon père, il jouait dans l'orchestre, et donc c'était un peu mon père et Hamilton qui jouaient ensemble. Pour moi, c'était hyper fou ça. Moi, je ne connaissais pas Hamilton, donc c'était magique parce que tu découvrir Hamilton comme ça,
je pense beaucoup à ça, de pouvoir... Ça, c'est un peu fou, mais désolé. Mais de pouvoir oublier que tu n'as jamais écouté quelqu'un et écouter de la première fois, encore une fois, juste pour le plaisir de la découverte. Hamilton, c'est un de ces musiciens que j'aimerais bien faire ça. Et donc, c'était là que j'étais touché par la musique et pour le fait de faire de la musique et d'être super généreux comme lui. Et après ça, il a signé mon truc de partition de Choro que j'avais du club de Choro. Et là, j'ai commencé à jouer, travailler. C'était un jour spécial. On peut dire que c'est le jour que j'ai commencé à étudier le cavaquinho sérieusement, ces jours-là. Et c'est ça. Je vais jouer un de ces caprichos qui s'appelle Capricho do Carmo. Et puis finalement, malgré le fait que Hamilton Joland s'étiquette en tant que musicien de musique populaire, on voit bien que il choisit d'appeler ses morceaux, enfin une série de ses morceaux des caprices, et qu'on entend quand même pas mal de références
à de la musique classique. Et du coup, j'aimerais bien entendre aussi ce que tu... Et on entend aussi qu'il y a un soin de la performance, de l'interprétation qui est nécessaire pour interpréter ce genre de morceau, qui vient aussi d'un héritage classique. Donc j'aimerais bien entendre aussi ce que tu joues, que tu finalement t'as gardé de cette première période socialisation dans la musique classique, qui est la cathédrale. Si tu peux nous faire écouter, et puis on va observer qu'il y a plein de ressemblances aussi dans la construction de l'instrument, de la musique, de comment penser en fait le partage, rien que le partage de voix qu'on vient d'entendre, on entendra à nouveau dans ce qui est a priori du répertoire classique. Juste pour dire, je pense que c'est intéressant, c'est du répertoire classique et aussi c'est du répertoire de guitare. Parce que le cavaquinho, il est un instrument à cordes, mais il n'a pas tout à fait le même rôle de la guitare dans son univers personnel à lui. Mais le fait d'avoir 6 cordes, ça permet un peu plus d'aventure, j'ai envie de dire. Et pour faire ces aventures-là, par exemple, j'ai choisi faire quelques adaptations du répertoire de guitare. Et bon, il n'y a rien plus beau dans le monde que le répertoire d'Agustín Barrios et tout cet héritage-là, toutes ces œuvres qu'il a laissées, ces génial musicien paraguayen. Et pour ça, j'ai fait cette adaptation de la cathédrale, presque tout, presque, ça marche presque tout dans le cavaquinho. On va voir, qu'est-ce que ça marche pas. Pardon, juste pour profiter, pour saluer de ma partie le Omar Espinosa qui est là, parce que ça fait énormément plaisir de savoir que tu es là. Merci. Oui, c'est ça. Ouais.
Bon, et du coup, dans nos conversations, en fait, Mathéus, il m'a envoyé plein de photos qui sont super intéressantes parce qu'il m'a fait voir une chose que je n'avais pas très bien compris de sa carrière jusqu'à présent, qu'en fait, ça marchait très bien pour lui à Brasilia. C'était quelque chose que je n'avais pas tout à fait compris depuis le temps qu'on se connaît. Et du coup, il m'a présenté plein de groupes dans lesquels il jouait avant d'arriver en France, puisqu'on s'est connus en France. Donc là, il y a le Regional Cinco Estrelas, qui est un groupe avec plein de musiciens qu'on voit jouer encore aujourd'hui dans le circuit. Il y a ensuite, je ne vous présenterai pas tous, peut-être que si tu veux dire un mot sur les photos qui sont là et les personnes qui sont là. Et puis, il y a cette photo assez emblématique, du coup, qui réunit en fait tous ces solistes, enfin voilà, de la mandoline, puis de la guitare, et puis du cavaquinho. Et donc, on voit qu'il a une carrière déjà assez importante à Brasilia. Et puis, finalement, il décide de venir en France. Donc, je me suis un peu demandé pourquoi, déjà, puisque ça marchait. Et comment ça s'est construit, en fait, ta venue? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré à faire ce mouvement? Voilà, comment ça se fait que tu arrives là? Si tu veux aussi commenter ces photos, évidemment, fais-toi plaisir. Bon, cette photo-là, il a un peu à voir avec ce sujet, parce que moi et ce jeune musicien-là qui joue la mandoline, à côté d'Hamilton, qui s'appelle Thiago, on avait un duo qui s'appelait Concordante. Enfim. Et ces duos, on avait eu une invitation pour venir en France jouer. C'était pas exactement pour jouer, c'était un jazz camp d'un festival assez important ici en France. On a reçu cette lettre d'invitation et on a essayé de venir ensemble. Finalement, il n'a pas réussi, mais moi, oui. Donc, c'était ma première fois. C'était donc on a se rencontrés en 2018. Et je suis venu, j'ai tellement adoré l'ambiance ici de Paris, surtout, de musique. Je suis allé au Mineirinho et j'ai rencontré Julia, qui faisait la flûte, qui jouait la flûte avec Jean, avec d'autres copains qui jouent jusqu'à aujourd'hui. Et bon, j'ai vécu cette courte expérience-là. Après, j'ai rentré au Brésil, je fais mes projets. Et il avait cette envie-là, cette semente? Comment parler? Cette graine de retourner ici, même si c'était pour jouer vite fait comme ça, mais la France était un peu dans mon cœur, surtout Paris. Après, quand je me suis marié, ma femme, elle joue la flûte traversière. Et apparemment, les flûtistes, ils adorent la France, voire Jules et d'autres. Et bon, elle a reçu une lettre d'invitation aussi pour étudier ici, à Rouen, en Normandie. Et moi, je pense et je crois ça fermement que je suis un artiste n'importe où. Je suis un artiste, je peux être moi-même ici, je peux être moi-même en Chine, je peux être moi-même au Brésil, et ça ne va changer jamais ce que je peux faire parce que je suis un artiste finalement. Et un artiste, il est libre pour être lui-même partout. Et donc, j'ai pris cette courage et cette foi que j'ai dans l'art, dans la musique et dans mes expériences que si tu arrives avec un corps ouvert à découverte et à découvrir des nouveaux amis et de nouvelles personnes qui seront importantes pour toi dans un moment donné, tu arrives à créer de belles histoires ensemble. Et c'était ça, et c'est ça jusqu'à aujourd'hui, mon arrivée en France, mon court séjour en France aussi, parce que ça fait 3 ans que j'habite ici, presque 4, ouais.
Mais c'est déjà un parcours plein de beaux projets, de plaisir, de beaux concerts, par exemple celui-là. Et bon, ça fait plaisir de venir ici et pouvoir continuer l'histoire ici. Et ça, c'est du coup le premier album le premier EP que tu as lancé en étant en France. Et du coup, je voulais entendre un peu de toi. Enfin, qu'est-ce que c'est que la France pour toi? Est-ce que Paris, c'est vraiment un endroit où tu choisis comme un point d'ancrage, ou est-ce que c'est plutôt un passage dans ta carrière, un moment? Comment tu le vois, en fait, ce séjour? Bon, je pense que cet album-là, il est assez important pour moi parce qu'il vient d'une histoire de totale vie de immigrant à Paris, parce que moi, j'avais tellement peur de jouer solo. C'était quelque chose que me faisait un peu peur, beaucoup. J'arrivais pas, tout le fois que j'ai essayé de faire une partie d'un concert solo, je tremblais, j'arrivais pas. Et quand je suis arrivé en France, en plein hiver, je pense. Non, c'était en octobre déjà. Et il fallait jouer dans la rue pour réussir de faire un peu d'argent. Et là, j'ai dû jouer solo pour longtemps dans les rues. Et donc cet album, il naît de cette résidence que je fais dans les rues de Paris et de Rouen, devant les cathédrales. Bon, c'était un peu dur, mais ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de l'histoire de plein de musiciens qui arrivent ici avec uma mão atrás e outra na frente. Et bon, c'est pour ça que j'ai conçu ces arrangements pour enregistrer cet EP. Et c'est dans cet EP, par exemple, que j'ai enregistré La Cathédrale, que j'ai enregistré le premier morceau que j'ai joué, et une autre aussi que je vais jouer bientôt. Mais donc, venir en France, c'était, pour moi aussi, c'était un moment d'avoir plus de courage pour jouer solo. Et maintenant, j'ai un projet solo et je voudrais enregistrer bientôt un disque complet, plus grand de ce répertoire solo-là que je construis à chaque jour. J'ai répondu à ta question ou j'ai contourné? Je ne me rappelle plus, désolé. Contourné, mais c'est pas très grave. Du coup, j'aimerais bien que tu nous joues un morceau qui représente, et vous allez voir très clairement, je pense que c'est bien qu'on ne leur dise pas ce que tu vas jouer, mais qui représente quand même beaucoup toute cette arrivée à Paris, et comment en fait déjà au début tu commences à faire circuler aussi les idées musicales et incorporer plein de nouvelles idées qui sont pour le coup, vous allez peut-être reconnaître, très françaises. Et voilà, j'aimerais que tu n'en dises pas le nom, comme ça ils vont se rendre compte. Ok.
Bon, là je fais un bazar, je fais un mélange entre un morceau à moi qui s'appelle Hommage à Django et Odéon de Ernesto Nazaré, et que c'est un des premiers chorros de l'histoire du chorro, de l'histoire de la musique brésilienne. Et bon, le premier morceau que c'est à moi, et j'ai écrit parce que lors de mon arrivée en France, en Normandie, moi, comme musicien brésilien, je cherche la première chose, un guitariste pour jouer avec. Et moi, j'ai cherché partout et je trouvais que des guitares manouches. Et c'était un peu décevant parce que bon, mais c'était cool aussi parce que c'est différent. Mais bon, je voulais une guitare classique. Il n'avait que de guitare manouche. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la force de cette culture de jazz manouche ici en France, et la force qu'il y a cette voix aussi populaire que le chorro et aussi belle comme langage. Et j'ai créé cette œuvre-là, que j'ai enregistrée dans mon disque, un trio. Et avec Alexis Cárdenas, qui est un super violoniste vénézuélien. Et ça fait un joli mélange parce qu'il a en français à la basse, un brésilien un peu italien aussi à la batterie, moi qui suis brésilien au cavaquinho, et Alexis vénézuélien au violon. Donc ça fait un mélange bon, ça m'a inspiré à faire ce mélange dans le disque et de jouer cet hommage à Django. Et après, Odéon, c'est un des morceaux qui, si tu fais, il y aura quelqu'un qui te regarde et te dit « Ah, mais ça c'est hyper beau, mais qu'est-ce que c'est beau !» Donc je pense que c'est un morceau obligatoire dans un répertoire solo de n'importe qui. C'est vraiment si fort comme morceau. Tu joues partout et tout le monde connaît. Je sais pas. C'est des choses qui nous arrivent, qui donnent un peu, qui nous rappellent qu'on est brésilien. Et bon, je pense partout dans l'Amérique latine, mais moi je parle en tant que brésilien. Et la musique brésilienne est si forte, je peux faire, je sais pas, c'était pas prévu ça, mais si je fais vous étiez en train de chanter dans vos têtes, je sais. Ça donne envie de chanter. Se ela voltar, se ela voltar. Et la musique brésilienne, elle fait ça partout. Elle fait ça tout le temps. Donc il a plein de petits extraits comme ça qui nous rappellent que la musique brésilienne est forte, populaire, est née du peuple, à partir du peuple. Et on est là juste pour la répéter et pour essayer de la créer encore une fois et continuer à la vivre. C'est ça. J'ai contourné encore une fois, non, la question ? Non, c'était très bien. Ah, ok. Merci. Du coup, je voulais un peu souligner, pour qu'on continue un petit peu dans ces mêmes réflexions, que le premier morceau du coup qu'il a joué, c'est un morceau qui est parmi ses compositions, et qui en fait, il y en a plein de compositions où Matheus il fait un peu preuve de ce qu'en discutant on appelait une sorte d'omnivorisme productif. C'est qu'il est un peu tout le temps en train de, à la fois, conserver une tradition très forte. D'ailleurs, on joue plein de fois, on se retrouve pour jouer du choro, comme ça se fait au Brésil. Et puis on chante des sambas un peu en permanence, finalement, soit dans le milieu des non-rodates choro, ou à la fin, et il participe à plein de sambas, et il joue de la guitare 7 cordes dans plein de sambas avec un langage qui est très traditionnel. Et en même temps, il est tout le temps dans un processus d'innovation esthétique, en fait, et d'ouverture vers d'autres cultures, pas seulement que des cultures latino-américaines, mais aussi des cultures françaises. Et du coup, moi, j'aimerais bien que tu reviennes un peu à cette idée de la relation dont tu parlais
pour le choro, pour nous expliquer finalement comment est-ce qu'en France, maintenant, tu fais coexister cette tradition et cette innovation par les relations que tu as pu établir ici en France. Ok. Bon, je pense que le choro, par le fait que ça soit une tradition passée par ceux qui sont plus vieux, et ils apprennent les choses aux jeunes, et ça se fait comme ça traditionnellement. Je pense que ça nous apprend à finalement savoir arriver dans n'importe quel contexte musical, je pense. Je crois à ça. Par exemple, dans la Roda, qu'il avait la photo, la première chose que j'ai appris, c'est que tu ne peux pas juste arriver. Il faut que tu arrives et que tu dises bonjour, bonsoir à chacun. Ça coule la main et tu arrives, et tu parles avec le plus vieux de tous, et après tu passes. Ça c'est hyper important. Et je pense que si quelqu'un qui est né dans un contexte comme ça, il a déjà appris beaucoup à comment gérer plein de futurs problèmes dans d'autres contextes professionnels, pas que musical, et pas que professionnel non plus. Mais le plus important, c'est que même en faisant partie du milieu du choro, moi, je n'ai pas une sonorité de cavaquinho, je ne me considère pas que j'ai la sonorité du cavaquinho, de Valdir Azevedo, par exemple, ou d'autres qui... Bon, je cherche toujours une sonorité un peu plus délicate, un peu plus... je ne cherche pas la sonorité du cavaquinho, je cherche la sonorité que j'aime du cavaquinho, et je ne cherche pas faire le choro, je cherche faire la musique. Donc, c'est pas forcément... je sais pas, c'est quelque chose que j'ai à moi. Je sais pas si ça vient du classique, je sais pas si ça vient de la guitare, je sais pas si ça vient de ma mère ou de mon père ou de moi-même, mais je sais que c'est ça que j'aime faire. Et ça m'a autorisé, ça m'a confirmé d'arriver ici et continuer à le faire et voir que ça peut plaire à un public qui est latino-américain, mais aussi si tu es un musicien et tu connais un autre musicien qui pense comme toi, qui cherche des sonorités, qui cherche à faire une musique qui n'est pas forcément brésilienne ou qui n'est pas forcément labellisée comme un son latino ou des choses comme ça, et ça te permet à faire une jolie balade entre plusieurs styles et connaître plusieurs manières de faire de la musique, que ce soit en production musicale ou en composition avec quelqu'un ou un projet, un duo avec, je ne sais pas, par exemple, les projets que je développe aujourd'hui à Paris. Et... Ah, il a des photos? Ah oui, par exemple. Et là, il a une jolie photo d'une rencontre à Paris, parce que Paris, c'est la ville des rencontres incroyables. J'ai vécu à Brasilia, au Brésil, pendant toute ma vie. Et les artistes, Brasilia, c'est un peu loin des grandes villes comme São Paulo et Rio. Et les artistes, ils passent pas souvent par Brasilia. Donc, mon moment de connaître mes artistes préférés, c'est aujourd'hui à Paris. Et j'adore. Parce qu'ils passent ici plus qu'ils passent au Brésil. Ce que c'est dommage, mais c'est bien pour ce moment. Et par exemple, il y a Tigana Santana, qui c'est dans la guitare là. Et je peux le rencontrer. Et par le fait que je joue un son que c'est pas forcément du choro, j'ai pu partager un moment très beau avec lui dans la scène, dans ces concerts-là, à Paris. Et je pense que c'est aussi intéressant parce que ce bassiste-là, qui s'appelle, je pense que c'est Philippe Cabrera, lui, il est cubain. Donc, c'est un peu la même histoire. C'est quelqu'un qui sait tous les codes de tous les genres traditionnels cubains, mais c'est aussi quelqu'un qui est un musicien tellement passionné pour la musique qu'il peut tout faire. Il peut jouer avec Tigana Santana, de la musique brésilienne.
il peut jouer un choro un jour s'il veut. Et si tu arrives avec un respect par la musique et par le fait qu'il a des styles qui sont traditionnels, il a des codes, il a des petites choses comme ça, tu peux faire tout que te plaît. Et ça, c'est beau, je trouve. Là, il a un autre projet qui c'est un peu un mode plus calme aujourd'hui parce que Kayode, il arrive aujourd'hui. Et c'est un projet avec Philippe Powell et Kayode Incarnation, un projet de composition personnelle. Et c'est aussi un énorme plaisir de pouvoir partager des moments musicaux avec ces gens qui j'étais fan déjà au Brésil. Et je rencontrais ici comme Philippe et Kayode. Et finalement, ce projet je pense que c'est l'illustration plus grande du fait que la musique est illimitée et il n'y a pas de format ou frontières. Ouais. C'est ces duos-là avec Guillaume Latil, c'est un super violoncelliste qui joue avec André Manoukian. Et avec lui, on fait ce qu'on veut. Il n'y a aucune règle. Et surtout, la règle, c'est de faire ce qu'on veut. Et là, c'est rigolo parce que je fais des expériments de sonorité, de plein de choses. Avec lui, c'est rigolo parce que je joue dans plusieurs... on a joué déjà partout en France, partout, dans quelques villes. Et à la fin du concert, les gens je ne parle pas du cavaquinho, je ne parle pas du Brésil, je ne parle pas du tout de rien de ça. On joue de la musique et on est content. Et après le concert, les gens viennent me demander ma nationalité. Et c'est hyper rigolo parce qu'il me demande si je suis portugais, italien, argentin, tout sauf le Brésil. Et ça fait un peu plaisir aussi parce que ça montre que finalement c'est pas un instrument de musique traditionnel, c'est un instrument de musique, c'est un instrument qui peut faire tout et qui peut jouer des mélodies et accompagner aussi. Bon, c'est ça Et ça, c'est ma découverte. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert qu'autour du Brésil, il y a des pays autour du Brésil. Et ça s'appelle l'Amérique du Sud. Je ne savais pas que ça existait. Bon, on sait, mais au Brésil, on est tellement fermé là, il y a tellement de forêts là qu'on ne voit pas la Colombie, on ne voit pas le Venezuela, on ne voit pas les pays. Ces pays qui sont si riches de culture. Et bon, ici, j'ai connu les fêtes de Noël vénézuélien. Et là, si vous voulez un plein de Noël, c'est le Noël vénézuélien, c'est incroyable. Parce que c'est une ambiance tellement magique, et c'est ma nouvelle passion là, c'est la musique vénézuélienne. Mais aussi la musique, je découvre tous les jours les artistes argentins, les artistes à Paris. Il y a énormément une communauté si belle de musiciens de l'Amérique latine, et pas que de l'Amérique latine, aussi partout, de l'Afrique. Et c'est génial de pouvoir découvrir, c'est génial de pouvoir être plus à côté d'eux ici que là-bas. Et ça, c'est bon. Voilà. Du coup, j'aimerais bien que tu joues un morceau qui montre en fait cette nouvelle passion qui est le Venezuela. Voilà. Soit tu joues, soit tu nous expliques comme tu veux. Ok. Non, ça c'est un morceau que j'ai écrit qui s'appelle... bon, juste pour vous raconter une petite anecdote. J'ai connu, quand je suis arrivé en France, en 2018, Oscar Barahona, qui c'est une figure du milieu là, des concerts de musique d'Amérique latine, qu'il est dans tous les concerts. Il a 2 concerts de musique d'Amérique latine dans la même soirée, il sera dans les 2, il sort un peu plus tôt d'un, il va à l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par la musique.
Et c'était lui qui m'a invité pour voir le Noël vénézuélien. Il chantait dans la parranda. Et quand j'ai découvert, j'étais tellement fasciné par la musique. Et le truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que il avait une valse, une sorte de valse qui sonnait pas très, je sais pas, sonnait un peu bizarre. Et quand je me suis rendu compte, c'était du 5/8. C'était le merengue vénézuélien. Et ça m'a... Parce que je voyais qu'ils faisaient la fête comme nous, au Brésil, mais en 5/8, tu imagines? C'est incroyable. Et ils font ça si naturellement que je me suis dit, ah non, mais il faut que j'apprenne ça. Et bon, j'ai écrit un truc en 5/8. Je ne vais pas dire que c'est un merengue vénézuélien, mais c'est inspiré par des merengues vénézuéliens. Et j'ai essayé de mettre un peu tout ce qui me fascine de cette culture. Par exemple, il a l'harpe vénézuélienne, il a le cuatro, il a la basque. La basque, c'est si importante, la basse avec le cuatro, la conversation, c'est génial. Bon, j'ai essayé de mettre tout ça dans ce morceau. À voir si ça vous plaise. Verdadeiro americano, pour Oscar Barona.
Et on va bientôt s'arrêter, mais j'aimerais bien souligner encore une caractéristique du travail de Mateusz, qui est, en plus de composer des musiques instrumentales, ce qui serait déjà quelque chose pour son parcours, il compose aussi des paroles, des chansons. Et ce qui m'intéresse, en fait, ce que je trouve très importante à souligner en fait dans sa carrière, c'est qu'elle est tout le temps dans une forme de multi-activité. Il compose, il écrit des chansons, et il fait aussi de la production, de la direction artistique. Il fait beaucoup de la diffusion en fait sur les réseaux sociaux. Il est dans une dynamique très forte en fait de production de sa propre carrière, et ça se voit un peu dans tous les domaines en fait de la production culturelle. Et du coup, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de cet espace des chansons dans ta composition, et que tu nous joues le morceau que tu as composé pour cet instrument, pour qu'on puisse clôturer. Voilà. Enfin, en tout cas, ouvrir d'abord à des questions éventuellement, mais qu'on va vers la fin. Bon, moi, j'ai toujours écrit un peu comme des textes, mais c'était pas quelque chose de professionnel, c'était juste pour écrire ce que j'avais dans mon cœur, de m'exprimer. Et je n'avais jamais pensé à écrire un morceau avec des paroles comme ça. Mais dans mon premier disque, j'avais un morceau déjà avec des paroles, et qui j'ai joué instrumental, dont personne ne connaît les paroles. Et il a déjà un morceau qui je chante dans le disque. Donc après, j'ai sorti un autre disque dont je fais la même chose. Donc à chaque disque, je sors un peu cette volonté de aussi chanter un peu, et écrire un peu de paroles. Et je me suis dit j'avais toujours cette envie d'écrire une chanson qui parlait du cavaquinho, parce que c'est un instrument un peu, je dirais pas mal vu, mais il est un peu caricaturé au Brésil,
parce que c'est un instrument normalement de fête, de carnaval, un instrument assez lié au fait d'être joyeux tout le temps, mais d'une façon un peu idiot, un peu pas très. C'est pas un instrument très élégant, on peut dire. Mais ma vie avec lui, mon jeu de cavaquinho et ma recherche de sonorité, ma relation avec cet instrument, c'est très différent de ça. C'est une relation d'amour, c'est une relation de respect, et je pense qu'il mérite ça aussi. Et je connais plein de chansons qui parlent de la guitare, par exemple, qui parlent de la guitare comme une déesse d'amour, ou sinon la guitare, c'est quelque chose qui exprime nos sentiments de façon parfaite et toujours très délicat. La guitare, c'est l'instrument parfait, le meilleur ami de l'homme et tout ça. Mais le cavaquinho, il n'avait pas ça. Donc j'ai essayé d'écrire avec Ménandre, avec un copain ici de Paris, qui m'a beaucoup aidé à développer ses paroles aussi. Et bon, de petit à petit, je commence à sortir un peu mes compositions et mes chansons. Et Julia, elle aime bien. Donc si vous partagez de la même opinion, je suis content. Mais là, le but, c'est vraiment je sais pas, de déclarer l'amour à cet instrument. Je dis toujours dans les concerts que je ne vous parle pas beaucoup de l'instrument parce que je ne veux pas partager votre admiration avec lui. L'admiration doit être vers l'artiste et pas vers l'instrument. C'est un peu égocentrique, mais c'est vrai. Et moi je suis autorisé à être passionné par lui, mais vous devriez être passionné par moi, c'est ça que je veux dire. Mais bon. Cavaquinho, bora, vou cantar.
Em solidão, mas ao longe escuto um alarido, pranto festejado pela multidão, choro agudo, sincopado, cheio de sacramentada miscigenação, aflita felicidade, logo toma conta da cidade. Ferir-te as cordas e apertá-lo junto ao peito, sentir bater igual seu coração, e através de ti ver nossa gente mais unida, sempre em frente, porque cremos que a vida é uma canção. Tu és o guardião da cavaquinho, santo privilégio, em teus braços cordas de verdade, meu amigo inseparável instrumento. Música. Merci. Bon, on est pile à l'heure, mais j'aimerais bien savoir si vous avez des questions. On a le temps de prendre une question éventuellement, ou deux, si ça vous donne envie de poser une question à Mathéos. Bah, s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Tout a été clair, apparemment. Bah, voilà. Bah, merci beaucoup, Mathéos, pour être venu, pour donner de ton temps pour parler de ton parcours, de ta carrière, aussi courte que la taille du cavaquinho et aussi importante que ce que tu fais avec cet instrument. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et j'aimerais bien qu'on finisse quand même avec un morceau du coup que tu joues avec ce trio, qui est le trio dont on parlait un peu tout du long. Ah oui, mais tu vas devoir tout accorder. Ok. Et puis un dernier morceau, tu peux choisir parmi ces deux-là pour qu'on finisse avec du coup son plus récent projet, qui est aussi le projet qui cristallise finalement un peu tout ce qui a été dit. Beaucoup de circulation, beaucoup d'esthétiques multiples dans ce qu'il fait,
Mais avec ces musiciens qui ont quand même une connaissance de la musique brésilienne et qui sont en Europe aussi, en train de tourner. Donc voilà, je pense que ça clôture bien tout ce qui a été dit. Et bon, je finis cette belle expérience-là. Merci, en vous remerciant. Merci Julia, merci toute l'équipe, le département de IAL. Et surtout pour l'invitation, pour cette expérience. Moi, je suis très honoré d'être là dans la même chaise qui ont été déjà Omar et aussi Raoul. Ça fait énormément plaisir. Je suis super honoré et bon. Et je vais finir par un morceau qui s'appelle Nero ao Bianco. C'est un compo à moi qui c'est à l'honneur de cet ami-là de la batterie. En fait, c'est un truc qu'il a fait sur commande. Il m'a commandé cette samba pour son disque qui va sortir bientôt. Et j'ai eu le plaisir de jouer dans son disque aussi. Donc, Nero Bianco, c'est inédit, il n'y a pas d'enregistrement public, il n'y a pas d'enregistrement publié. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Et Nero Bianco.
Merci.